Ciao les gars, bonsoir, bienvenue sur le live Twitch de Buonasera Calcio ce soir. Encore 30 minutes ensemble pour aborder tous les sujets du foot. Bonsoir à Forza Juve, bonsoir à tous. Grosse pensée pour toute la population touchée par le séisme en Turquie et en Syrie, oui, effectivement, hein, tout à fait, c'est une bien triste nouvelle. J'espère que ce soir, justement, on pourra parler ensemble de choses un petit peu plus réjouissantes, en tous les cas plus distrayantes, pour un petit peu nous faire penser à autre chose. Donc oui, ce soir, on va aborder l'OM, hein, leur début de saison. Et effectivement, on va se demander un petit peu comment est-ce qu'ils ont construit leur succès récent. Et puis où est-ce qu'ils en sont, comment s'est passée leur saison, etc. J'espère que ça va intéresser pas mal d'entre vous. Voilà, bah alors, Forza Juve qui dit sujet que je connais bien, Marseille, mon club de cœur numéro 1. Et bah écoute, super, t'aurais pu t'appeler Forza OM alors. Donc voilà, mais non, je blague. En l'occurrence, on va commencer peut-être par se demander un petit peu comment est-ce que le premier point, la direction s'est comportée à l'OM et qu'est-ce qu'elle a fait pour peut-être en arriver au succès que l'OM a connu. Alors, bien sûr, c'est pas forcément dans le timing super bon parce que hier soir, ils ont pris quand même une sacrée défaite contre Nice à domicile. Donc, c'était quand même un match vraiment remarquable. Après, Nice est sur un très très bon trend. Nice est vraiment... salut Kevin, 74, comment ça va? Donc Nice est vraiment sur un trend super bon, là, depuis que Digard a repli le club. Donc Marseille a le match de Coupe de France très très important contre l'OM. Donc Nice avec le coach le plus stylé du foot. Ouais, alors Digard, on dirait, j'hésite entre un videur de boîte de nuit ou un prof de fitness bodybuilder. Enfin, c'est l'un ou l'autre, mais c'est vrai que c'est particulier. Après, c'est vraiment plus qu'il a un style, vraiment, voilà, marqué. Donc bref, c'est Digard. En tous les cas, il a donné du caractère à Nice. Mais bon. On va pas forcément faire une émission sur Nice ce soir, on va faire une émission sur l'OM. L'OM donc qui a perdu hier, mais qui fait depuis le début de saison une superbe saison, alors que si on reprend depuis le début, on a vu que c'était pas gagné. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'OM a fait une campagne de matchs amicaux vraiment calamiteuse. Hein. Ils ont fait, je crois, 5 matchs amicaux, ils ont fait 4 défaites, un match nul. Ils avaient même joué, en l'occurrence c'est un match que je suis allé voir contre Milan en match amical, ils avaient perdu 2-0 au Vélodrome et le Vélodrome avait sifflé très très fort. Tout le monde après les matchs amicaux avait voulu se séparer de Tudor et, et finalement à la première journée de championnat ils font un carton, je crois ils gagnent 4-1, je me souviens plus si c'était pas contre 3 ou un truc comme ça, et c'est vrai qu'ils ont une super réaction d'orgueil, et puis ça part, c'est contre Reims, ça part directement très très bien en fait, cette saison pour l'OM, et on commence alors pendant les matchs amicaux, et c'est là où, et c'est pour ça que sur le sujet j'ai parlé de la direction, parce que après les matchs amicaux, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les joueurs avaient voulu faire un espèce de putsch en disant que Tudor était trop dur, on comprenait pas ce qu'il voulait faire, son système de jeu était pas adapté aux joueurs qu'ils avaient, ils étaient bien mieux avec le coach précédent qui est quand même parti par dépit, on va dire, de mercato. Donc là, c'est marrant de voir que 6 mois après, on loue le mercato de l'OM, mais bon, bref, passons, c'est un autre sujet. Et à ce moment, ouais, Tudor, lors de sa première au Vélodrome, s'était pris une bronca monumentale et avait gagné 4-1 contre Reims. Donc voilà, c'était un peu marrant. Et donc, c'est dans les commentaires, c'est Forza Juve qui nous dit ça.
Et le début de saison, le président a été obligé de monter au créneau pour vraiment soutenir son entraîneur, Tudor, en expliquant, et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette conférence de presse, que dans un club de foot, il y avait le président, il y avait l'entraîneur, et que en dessous, il y avait les joueurs. Et que ceux qui décidaient, c'était d'abord le président, ensuite l'entraîneur. Et que lui avait décidé que Tudor était le bon choix pour l'OM, et que c'était comme ça. Et c'est vrai que à l'époque, j'en avais parlé avec des amis à moi qui sont supporters de l'OM. J'avais dit, bah en fait, Tudor, il va énormément les faire travailler physiquement, parce que son mantra, on va dire, c'est énormément de pressing, des courses à haute intensité très très fréquentes sur des transitions et un pressing tout terrain. Donc il allait les faire travailler beaucoup plus que ce que l'OM avait l'habitude de faire. Donc c'est sûr que c'est pas la tradition en France de travailler énormément. On le voit, hein, tous les coachs étrangers disent la même chose des joueurs en France, pas forcément des joueurs français, parce qu'on voit bien que les joueurs français qui partent à l'étranger travaillent énormément et deviennent dans beaucoup de cas des joueurs majeurs de leur très grand club, donc c'est sûr qu'ils travaillent énormément, mais les joueurs en France, c'est un peu, on va dire, et c'est aussi pour ça, hein, certainement, on pourrait faire le lien avec le peu de victoires en Coupe d'Europe qu'on a, c'est que c'est un petit peu la République des joueurs en France. En fait, les joueurs ont un certain taux de tolérance au travail, aux obligations, et ils n'acceptent pas toujours qu'un coach soit très très strict. Et très souvent, ils explosent en vol, mais un petit peu de façon volontaire, c'est-à-dire qu'en gros, ils lâchent leur coach. Donc là, pour l'instant, Tudor, c'est pas du tout le cas. Hein. Ils sont tous. Il a réussi à mettre Payet sur le banc et plus personne s'en plaint, alors que c'était Payet qui avait, on va dire, mené la fronde. Bon, après, c'était en sa qualité de capitaine. Hein. Je pense pas que Payet en voulait absolument à Tudor. En revanche, c'est vrai que Tudor, Payet, c'était une de ses premières victimes parce que il n'a pas l'intensité que Tudor réclame à ses joueurs. Donc voilà, ça a vraiment clashé très très fort au début, et la direction a fait ce que toute direction devrait faire, c'est-à-dire assumer le choix qu'il venait de faire. Donc renforcer l'entraîneur et expliquer aux joueurs qu'en fait ils sont que salariés et que leur directeur, entre guillemets, c'est l'entraîneur. Et si l'entraîneur décide qu'on joue comme ci, on joue comme ça, on s'entraîne 12 fois par jour ou on s'entraîne juste une fois par semaine, c'est le problème de l'entraîneur. Donc voilà, un petit peu. Je vais faire un petit point sur les commentaires. Donc Tudor, c'est le même qu'en tant que joueur, c'était pas un enfant de cœur défenseur ultra rugueux, oui. C'est vrai que c'était pas non plus effectivement super fin le jeu de Tudor, hein, je m'en souviens à la Juve. Et il vient de Serie A, Tudor, où là-bas les entraînements c'est costaud. Pour faire une petite aparté, à Tottenham, ils ont du mal avec les entraînements de Conte. Ouais, les joueurs des Spurs, c'est effectivement l'intersaison. Alors, l'intersaison, là, après la reprise de la Coupe du Monde, je crois qu'il a refait une prépa physique. Il y a des gens qui ont vomi, etc. J'avais vu les photos. Et en fait, Tottenham, depuis la reprise, va beaucoup mieux, en fait, qu'avant la Coupe du Monde. Là, on voit, par exemple, le match qu'ils ont fait contre Manchester City hier, il y avait une intensité qui était folle. Donc, c'est quand même effectivement... ça marche, quoi. Je veux dire, le football, essentiellement, à la base, tu dois courir. Après, il te faut du talent. Mais si tu as du talent, mais que tu cours pas, il se passe pas grand-chose. Alors, un nouveau, d'ailleurs... Tablançois 04, bienvenue, merci d'être là. Tudor, j'ai l'impression qu'il a l'état d'esprit parfait jusqu'à maintenant, état d'esprit de gagneur, très motivateur aussi. Je pense qu'il a réussi effectivement à mettre la bonne distance entre son groupe et lui. C'est pas un copain, Tudor, c'est quelqu'un qui dirige les gens, mais en même temps c'est quelqu'un qui explique. On le voit hein, en conférence de presse, il évite pas les questions, il est assez calme, il a du charisme, et c'est un guide. Donc il rassure les joueurs. Moi je trouve que c'est... alors en Serie A, j'ai jamais dit que c'était le meilleur technicien du monde, mais c'est un bon meneur d'hommes, il a un plan clair et il sait où il va. Il a demandé à son président des joueurs qui
correspondent à son plan de jeu. Donc tout est cohérent en fait. Alors Tudor, c'est pas Guardiola, on est bien d'accord, mais c'est un entraîneur qui est tout à fait respectable. C'est sûr, il est pas à Marseille pour se faire des amis, un guide guerrier. Oui, c'est clair, c'est clair qu'il est pas venu en colonie de vacances. Donc en tous les cas, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'il est en train de faire avec l'OM. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que la direction a appuyé l'entraîneur lorsque la République des joueurs commençait à tanguer. Et c'est quelque chose, si on prend le grand ennemi parisien de l'autre côté, c'est vraiment quelque chose, c'est exactement ce qui manque au Paris Saint-Germain. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord avec ça. Enfin, en tous les cas, si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Mais moi, je pense que ce qui manque encore à Paris pour franchir un cap et pour aller gagner cette Ligue des Champions, c'est pas le talent, c'est pas les joueurs. Alors un coup on réclame un numéro 6, un coup on réclame un milieu relayeur, un coup ceci, un coup cela. On a bien vu qu'il y a des équipes qui ont du matériel inférieur à celui du Paris Saint-Germain. Quand je dis du matériel, c'est-à-dire des joueurs inférieurs au Paris Saint-Germain dans la qualité intrinsèque et qui finalement vont gagner la Ligue des Champions. Je pense pas que les joueurs du milieu de terrain ou de la défense du Paris Saint-Germain soient à ce point-là inférieurs à ceux du Real. Je pense que l'année dernière, ils ont montré que Paris a marché sur le Real pendant 70 minutes avant que le Real, sur l'ensemble des deux matchs, quand je dis 70 minutes, c'était aussi au match aller. Et sur l'ensemble des deux matchs, tout d'un coup, le Real joue 20 minutes et finalement réussit à se qualifier. Donc, je pense que si on parle de qualité intrinsèque, c'est vraiment ça. C'est-à-dire Paris est supérieur au Real à l'heure actuelle. Mais ils ont, une maîtrise de l'événement, comme je le dis souvent, mais aussi on va dire une direction très très sûre, un entraîneur qui est bien dans ses baskets. Bref, il y a plein de choses qui font en sorte que le Real, quand ça tangue, en fait, ils ont des certitudes, alors que Paris, quand ça tangue, ils n'ont pas vraiment de certitude. Donc voilà. Alors, un petit point sur les commentaires. Après, il a peut-être retrouvé son club et inversement pour Marseille, sans oublier le bon mercato à côté. Tudor entraîner les Starlets, oh la vache, ça leur ferait drôle. Ah oui, au Paris Saint-Germain, mais je pense malheureusement que Tudor au Paris Saint-Germain, je pense pas que ce soit le bon coach. En revanche, moi, ce que j'aimerais, c'est que la direction du Paris Saint-Germain, en particulier son président, et pas forcément, mais même son directeur sportif, mais il faudrait qu'il soit appuyé par le président, appuie peu importe le coach, parce que des bons coachs à Paris Saint-Germain, ils en ont eu plein, et des très très bons coachs. D'ailleurs, on l'a vu, à chaque fois qu'ils sont partis, ils ont gagné des Coupes d'Europe ou des Ligues des Champions. Donc ça veut dire que c'est pas un problème de coach. Le coach est très bon, toujours. Le problème, c'est comment est-ce qu'on lui donne de l'espace pour s'exprimer et pour avoir de la crédibilité auprès de son groupe. S'il doit sortir Messi, s'il doit sortir Neymar, s'il doit sortir Mbappé, il faut qu'il puisse le faire et que le président lui dise, mais en fait, vous êtes employé, si l'entraîneur dit que vous sortez, ou si même vous jouez même pas, ou vous êtes sur le banc, vous êtes sur le banc. C'est comme ça, en fait. Et ça, malheureusement, ça marche pas. Alors, un petit point encore sur les commentaires. Paris peut être supérieur à tout le monde vu les qualités des joueurs, mais leur cerveau de la taille d'une pastèque, ça leur fait défaut. On peut pas dire que les joueurs ont un cerveau de la taille d'une pastèque. Déjà, pastèque, c'est très gros, donc peut-être plutôt d'une olive. Mais en l'occurrence, c'est pas trop ça. Je pense que les joueurs, en général, c'est tous à peu près les mêmes. Ils ont des égos surdimensionnés parce que c'est des superstars. Et personne n'est là pour les cadrer. Donc c'est ça le problème avec Paris. Mais bon. Klopp, ce serait une bonne chose. Il y a Forza Youth qui dit le meilleur coach pour Paris, ce serait Klopp. Ouais, effectivement, je suis d'accord. En tous les cas, là, il va être bientôt disponible, a priori. Je sais pas, mais on verra bien. Donc la direction, ça c'était le premier atout de l'OM. Vraiment, c'est quelque chose qui a été très très bien fait. Comment est-ce qu'ils ont supporté le coach? Comment est-ce qu'ils ont su remettre à leur place les joueurs? Donc ça, c'était vraiment le premier très bon point. Après, il y a effectivement le recrutement. Je voulais venir sur le recrutement parce que on l'a vu, le président de l'OM est un magicien. Franchement, on l'appelle El Mago et c'est pas pour rien. Parce qu'il a un réseau, d'ailleurs à la base il s'occupait du recrutement de l'OM et du recrutement, c'était un chef scout, donc il a un réseau qui est incroyable et surtout il a des idées.
C'est-à-dire que c'est pas du tout on l'a vu pour gagner, on n'a pas besoin forcément de stars, ou en tous les cas pour performer. Alors peut-être pas gagner, hein, on ne parle pas de gagner la Ligue des Champions, mais gagner une Coupe de France, terminer deuxième du championnat et puis faire une belle prestation en Coupe d'Europe, bah ça en fait on n'a pas besoin d'avoir Neymar, Messi et Mbappé pour le faire. On peut très bien le faire avec des joueurs qui collent à un plan tactique, et ça vraiment, c'est vraiment le talent du président de l'OM. Vraiment, Longoria, il est incroyable. Et là, j'avoue que j'ai un petit doute en revanche, parce que c'est marrant, parce que je prépare ce sujet depuis un petit moment. Donc oui, je trouve que Longoria, depuis 2 ans, construit un bel effectif, construit un esprit et un bel effectif. Les venues de Guendouzi, de Alexis Sanchez, Guendouzi en plus était là la saison d'avant, donc il commence à vraiment être bon. Le fait qu'il a réussi à recadrer Payet, et Payet l'année dernière a réussi à faire de bonnes prestations sans être tout le temps titulaire. Donc c'est vrai que c'est un peu c'est incroyable comme il construit petit à petit son effectif. Le seul bémol qu'on peut lui donner, c'est que très souvent il fait des prêts, et que donc pour l'OM il n'y a pas de revenus, il n'y a pas là, on va dire que le capital l'actif joueur de l'OM n'augmente pas. Donc ça c'est un petit peu embêtant, et on le voit, hein. Par exemple, Saliba a fait une très bonne saison la saison dernière, mais finalement il a pris une valorisation qui est incroyable, mais c'est Arsenal qui en bénéficie, on va dire, parce que donc maintenant il joue à Arsenal, il joue très bien à Arsenal, et c'est si un jour il doit être transféré, il va être transféré très cher, mais c'est pas l'OM qui va en bénéficier, alors que c'est l'OM qui lui a donné vraiment confiance. Avant, il jouait pas du tout à Arsenal. Maintenant, il joue à Arsenal. Donc c'est un peu ça qui est embêtant. Mais cette année, il a décidé de changer son fusil d'épaule. Il fait quand même beaucoup plus de recrutement sec, et comme ça, derrière, il se dit, je vais pouvoir le valoriser. Alors là, il y a un gros coup qui a été fait au mercato, c'est Vitinha, 32 millions d'euros. Alors, pas payable d'un seul coup, mais c'est quand même un très gros transfert. Il faut savoir que c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM, hein. Devant Payet. Donc c'est un très très gros transfert pour l'OM, mais même pour le championnat de France, hein. Recruter un joueur 32 millions, c'est pas tous les jours, il y a que Paris qui peut faire ça. Donc c'est vraiment un très gros transfert. Le truc, c'est que je ne sais pas, je trouve que 32 millions d'euros pour quelqu'un qui n'a pas de référence en Europe, qui n'a pas de référence dans un grand championnat, je ne dis pas que Vitinha est pas bon, parce que très honnêtement, hein, bien entendu, vous vous doutez bien que je ne le connais absolument pas. J'en ai jamais entendu parler, je regarde jamais Braga jouer, donc j'aurais pu le voir peut-être sur une Coupe d'Europe, mais c'est pas le cas. Donc je ne sais absolument pas quel est le niveau réel de Vitinha. Je dis juste que là, il a vraiment tenté le all-in, on va dire, parce qu'il recrute toujours à moindre frais, et là, il dépense énormément d'argent sur un joueur dont on n'a aucune sur lequel on n'a aucune certitude. Il n'a rien montré dans des ligues majeures. Donc je sais pas. On verra. Si réellement il réussit aussi avec Vitinha, et que Vitinha part dans 2 ans, par exemple, pour 80 millions d'euros, là, franchement, respect, ad vitam aeternam Longoria, parce que ça veut dire que réellement il est incroyablement on va dire compétent dans son domaine. Donc voilà. Un petit point sur les commentaires, parce qu'on parlait de Longoria. Moi, ça me dérange pas les prêts. T'as un joueur ultra motivé pour au moins une saison. Oui. Ouais, bon, alors attends, soi-disant, c'est le 2e meilleur jeune portugais en 9 derrière celui du Benfica qui a joué au mondial. Ouais, alors, je sais pas. Je pense, hein, oui, que de toute façon, le Portugal produit des joueurs qui sont très très forts depuis très longtemps. Ils ont une super école de formation. Les clubs portugais leur donnent un très très bon niveau. Quand ils partent des clubs portugais, on a vu les Diogo Jota, on a vu les Ruben Dias, on a vu les... Bref, il y en a énormément des joueurs qui sont partis direct du Portugal pour aller dans des ligues majeures. Et par exemple, Bruno Fernandes, ou des joueurs comme ça, qui sont partis direct du Portugal. Quand ils sont arrivés dans des ligues majeures, ils sont devenus tout de suite très très bons. Bernardo Silva, quand il part à Monaco et tout. Donc oui, c'est vrai que le Portugal, ce sont des joueurs qui sont vraiment très forts, très très bien formés. Et c'est clair que je ne doute pas de la qualité intrinsèque de Vitinha. Je dis juste que être numéro 9 à l'OM,
c'est pas être numéro 9 à Reims, c'est pas être numéro 9 à Monaco, c'est pas être numéro 9 à Bordeaux ou des joueurs comme ou des clubs comme ça. L'OM, c'est comme Paris, mais peut-être en plus exacerbé. Paris, c'est les médias qui vont mettre la pression. L'OM, c'est aussi le public, la ville, tous les jours, quand tu manges, tu sors, tu vas faire tes courses, tout le monde te parle de l'OM. Tu as une pression que Vitinha connaît peut-être pas, il est assez jeune, et avoir le poids du plus gros transfert du club, plus porter l'attaque de l'OM, qui est l'OM, c'est pas un petit club. Donc voilà, moi je dis juste, je demande à voir, je ne doute pas de ses qualités, je demande est-ce qu'il va supporter la pression d'un grand club comme l'OM. Voilà, on verra. En tous les cas, je trouve que Longoria a fait des investissements intéressants en faisant signer des Alexis Sanchez pour donner de la qualité, mais aussi de l'expérience au groupe. Alors ça n'a pas marché en Ligue des Champions, hein, mais en même temps, voilà, il a pris des risques et ça a fonctionné jusque-là. On les a vraiment beaucoup loués. Alors quand on regarde un petit peu la saison de l'OM depuis le début, c'est vrai qu'il y a un trou monumental vers novembre, enfin octobre-novembre, hein, quand il y avait les matchs décisifs pour la Ligue des Champions. Ils ont enchaîné 6, 7 ou peut-être même 8 matchs sans victoire. Il y a juste, je crois, un match nul contre Strasbourg au milieu, mais sinon c'est défaite contre Tottenham, enfin bref, il y a défaite contre Eintracht Francfort, et puis 3-4 matchs de Ligue 1 qui sont perdus. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros trou, c'est dommage. Ils n'ont pas réussi à digérer la Ligue des Champions, et je pense qu'ils n'avaient pas non plus l'effectif pour ça. Ça a pris énormément d'influx, et physique, et moral, et nerveux. Et c'est vrai qu'ils seraient certainement pas troisième s'ils avaient eu un effectif un petit peu plus étoffé. Et puis au-delà de ça, même on va dire une expérience un petit peu plus grande de la Ligue des Champions, parce que là c'est un club, en fait, c'est un groupe qui ne connaît pas la Ligue des Champions à quelques très rares exceptions comme Guendouzi, non même pas, comme Payet peut-être, et même ouais, puis aussi peut-être il a joué une saison Payet. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est dommage ce gros trou, parce que là ils ont enchaîné ils étaient sur un trend vraiment incroyable de victoire, et bon, qui s'est terminé hier avec Nice, mais on verra si mercredi ils gagnent contre Paris, tout sera oublié. Donc voilà. Alors, table en soi 04, un petit point sur les commentaires encore une fois. Les prêts c'est bien, mais t'es jamais sûr de pouvoir remplacer ton joueur au bout de la saison s'il est bon, à moins d'avoir une option d'achat au bout. Oui, et puis souvent les options d'achat sont très chères, parce que forcément, vu que c'est des options d'achat, le club se dit, bon, déjà d'une, il n'y a rien d'obligatoire, et s'il fait une bonne saison, ils vont vouloir l'acheter que s'il fait une bonne saison, donc je vais gonfler son prix de transfert, forcément. Parce que sinon, il n'y a pas de. S'ils font le prix du transfert au moment où ils le prêtent, s'il était très fort, ils ne le prêteraient pas. Donc, le prix est bas. Donc, il surgonfle. Là, je le vois, par exemple, je prends le club que je supporte, Milan. Milan avec Brahim Diaz. Quand le Real prête Brahim Diaz au Milan pour 2 ans, l'option d'achat, après les 2 ans, est de 22 millions d'euros. Brahim Diaz, jamais il vaut 22 millions d'euros. On le voit bien, il fait 3 bons matchs dans la saison, des fois 4, et puis le reste de la saison, il est complètement intermittent du spectacle. Donc ça vaut pas 22 millions d'euros, mais en plus le prêt payant, hein. Donc oui, c'est beaucoup trop cher, par exemple pour Brahim Diaz, qui à la base ne jouait absolument 0 minute avec le Real. Donc clairement, tu peux pas le vendre 25 millions d'euros, quoi. C'est pas possible. Mais bon, tu as d'autres sujets après ça, j'en relance. Non, alors pour ce soir, j'ai pas d'autres sujets. Pour ce soir, c'est juste Marseille, c'est déjà pas mal, parce que là il nous reste allez, quelques minutes, et puis on a encore une petite partie à voir. Mais en tous les cas, je voulais dire que le recrutement de l'OM est plutôt cohérent. Il est plutôt comment dire, il a changé un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a plus de transferts, parce que le propriétaire a mis la pression pour arrêter d'avoir des prêts, parce que lui il voulait de l'actif joueur, hein, forcément ça valorise son club si un jour il doit le revendre. Donc c'est bien. Non seulement la direction a appuyé son entraîneur, mais en plus effectivement le recrutement a changé. Et puis c'est vrai que à l'OM, ces derniers temps, on parlait de titre. Alors, je mets titre point d'interrogation, parce que
je pense pas que ce soit comment dire, le projet de l'OM de Longoria, il est pas mature encore. C'est pas quelque chose qui est destiné à arriver au titre de champion de France. Bon, déjà, on l'a vu hier, c'est dommage, ils pouvaient reprendre, en tous les cas, des points sur Lens, et ils l'ont pas fait. Et ils l'ont pas fait parce qu'ils ont même perdu un point sur Lens. Donc Paris, lui, continue son petit bonhomme de chemin, toujours sans convaincre, aucun fond de jeu, rien. Oui, on se dit, un Paris comme ça, c'est prenable. Ouais, c'est pas faux, c'est prenable. Mais en même temps, Paris, on sait bien qu'ils sont en sommeil, ils vont se réveiller là le 14 février. Probablement qu'ils vont faire un match décent contre le Bayern. Je dis pas qu'ils vont gagner ou pas, mais c'est très souvent que les matchs coup près contre le Bayern, ils les gagnent, sauf la finale de Ligue des Champions, malheureusement pour eux. Mais ils peuvent même faire un très bon match aller, gagner le match, c'est possible, parce que Paris en est absolument capable. Le problème, c'est que quand ils gagnent un match aller, on le sait, très souvent, ils ne savent pas gérer le match retour. Parce que tout d'un coup, bah, effectivement, les égos gonflent, ah, bah, ils sont pas si forts que ça, ah, bah, nous, on est très très forts en fait, etc., etc. Je pense que dans le vestiaire, ça commence à se triturer le cerveau. Et résultat, quand ils arrivent au match retour, il y a un mélange de peur de l'élimination parce que c'est devenu une tradition dans ce groupe, dans ce club. Il y a un mélange de je suis au-dessus des autres parce que nous, on a les 3 meilleurs joueurs du monde, donc on n'a pas vraiment besoin de courir. Et un mélange de pas de maîtrise de l'événement. Donc, bref, ce pari-là peut tout à fait gagner le championnat de France sans forcer, en nous donnant l'impression qu'ils ont été mauvais toute la saison. Parce que Paris est sur une planète inconnue de la Ligue 1, en fait. C'est pas un club de Ligue 1, Paris. Ça devrait être un club de Première Ligue, par exemple. Ils ont les moyens des plus gros clubs de Première Ligue, et je pense que ce serait très bénéfique pour le Paris Saint-Germain d'intégrer la Première Ligue. Alors bien sûr, là, je fais du football fiction, mais très honnêtement, je pense que ce serait mieux et pour la Ligue 1 et pour le Paris Saint-Germain qu'ils intègrent la Première Ligue tout de suite. Première Ligue, a.k.a. la Super League. Hein. Juste si vous vous demandiez si la Super League avait été créée, bah oui, elle est créée, ça s'appelle la Première Ligue. Donc oui, le titre, je pense pas que le projet de l'OM en soit là, en fait. Peut-être que, bah, on a vu Lille, on a vu Monaco gagner un titre contre le Paris Saint-Germain. L'OM, pour moi, est beaucoup moins outillé que Lille de l'époque ou que que Monaco de l'époque. Alors après Montpellier, c'était quand même c'était vraiment une interrogation le titre de Montpellier. Hein. Ils étaient forts, alors ils avaient Giroud, tout ça, mais c'était quand même pas. Finalement, quand on regarde, excepté Giroud, quasi aucun autre joueur n'a fait une carrière décente derrière. Alors qu'à Lille, c'est pas pareil, et à Monaco, encore moins, hein, parce que quand on regarde les Kylian Mbappé, Bernardo Silva, etc., on voit qu'il y avait du très très haut niveau à Monaco. Donc, c'est vrai que, l'OM n'en est pas là. Je pense pas qu'ils pourront jouer le titre. Je pense même pas que ce soit souhaitable qu'ils jouent le titre. Pourquoi ? Parce que derrière, il va y avoir des attentes qui sont incroyables. C'est un petit peu ce que rencontre, je suis désolé de revenir à ça, mais c'est un petit peu ce que rencontre Milan. Milan a gagné son titre certainement, probablement, beaucoup trop tôt dans le projet Milan. Ce qui fait que maintenant, on attend énormément et on ne tolère pas qu'un groupe relativement jeune avec peu d'expérience ait un trou comme en ce moment, là, au mois de janvier, qui est un trou terrible. Hein. Probablement que Milan aura même du mal à se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais finalement, en fait, le titre leur a pas rendu service parce que Milan est un très grand club et que derrière, l'attente des supporters met une pression incroyable sur le groupe. Donc, je suis même pas sûr que l'OM soit derrière outillé pour vivre cette pression. Donc, je pense pas que ce soit une bonne chose pour l'OM de gagner le titre, même si, bien sûr, ça fait depuis 2010 qu'ils n'ont pas gagné un titre, alors de champion de France, je veux dire. Donc, c'est vrai que ce serait de toute façon très très beau. Mais bon. Voilà, le titre, j'y crois pas, et je pense même pas que ce soit prévu dans le schéma de développement. Après, si Longoria reste là, s'il y a une continuité dans les entraîneurs, on sait bien que les entraîneurs, ça va, ça vient, Tudor, certainement, dans 4 ans, sera plus du tout l'entraîneur de Marseille, parce qu'il va peut-être faire 2 bonnes saisons, et puis à la 3e, au bout de 3 défaites, il va sauter. C'est comme ça. De temps en temps, le groupe ne répond plus au leadership de l'entraîneur. Donc, mais s'il continue à avoir de la suite dans les idées, dans les recrutements et dans la sélection des entraîneurs, et que la direction le soutient, etc., peut-être que dans 3-4 ans, effectivement, l'OM sera outillé à ce moment-là pour gagner un titre de champion de France et pouvoir derrière assumer
le statut de champion en titre. Donc voilà. En tous les cas, c'était mon avis sur l'OM pour ce soir. Alors juste, je fais un petit point avant de terminer sur les commentaires. Nous, l'objectif, c'est d'être en Ligue des Champions et d'enfin passer les poules. Ouais. Je pense que là, l'OM commence à avoir un groupe et une équipe qui était outillée pour ça, c'est-à-dire être de façon consistante en Ligue des Champions chaque année, deuxième ou troisième du championnat, et passer les barrages, mais ça c'est difficile, mais bon, et passer les barrages et avoir aussi une vraie équipe qui soit capable de franchir les poules et pas d'être vraiment ridicule, parce que je sais même pas ce qui s'est passé contre le Sporting, parce que très honnêtement, je continue de penser que le Sporting est très supérieur à l'OM et que bon, en même temps, il y a eu deux CSC quasi, parce que le goal fait 2 passes décisives pour des joueurs de l'OM, si on regarde bien sur le match. Et puis il y a eu ça, et puis il y a eu 2 cartons rouges, je crois, pour le Sporting. Donc c'est clair qu'ils se sont sabordés au match aller. Le match retour, je sais pas, ils le prennent mal aussi, ça se met mal et ils perdent aussi. Donc voilà. C'était un petit peu compliqué pour aller en 8e et gagner la Coupe de France. Ouais, et la Coupe de France, ce serait pas mal, parce que ça fait presque. Donc la dernière, c'était en 89, je crois. Je me souviens encore de cette victoire de l'OM. C'était le grand OM de Jean-Pierre Papin, etc. Pour moi, personnellement, qui ne suis pas supporter de l'OM, la plus belle équipe de l'OM que j'ai jamais vue. C'est celle de 89, 90, 91, qui va en finale de Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus talentueuse et plus belle que celle de 93, personnellement. Celle de 93, c'est une équipe besogneuse, pas très belle, mais qui s'est gagnée, quoi. Donc voilà. Et pour le podium, attention à Monaco qui enchaîne et qui sont revenus à 2 points de Lens et Marseille. Tout à fait. Monaco a enclenché, là. Et eux, ils ont vraiment un très bon groupe. Le jour où Monaco réussira à faire une saison complète, je pense ils peuvent gagner le titre. Si on regarde l'effectif intrinsèquement de Monaco, il est très au-dessus de l'OM, très au-dessus de Lens, très au-dessus de tout le monde en Ligue 1, excepté du Paris Saint-Germain. Mais si vous avez un Paris Saint-Germain qui vivote un petit peu comme ça, là, en fait, Monaco, normalement, ils sont au-dessus. Le seul truc, c'est que ces derniers temps, ils font toujours des débuts de saison catastrophiques. Et puis, arrivé la deuxième partie de saison, ils commencent à se réveiller, ils enchaînent victoire sur victoire sur victoire, et ils terminent 3e au pied du podium, généralement, donc au pied, en tous les cas, de la Ligue des Champions, sur le podium, et on a vu ce que ça a donné la saison dernière, ils se sont pas qualifiés, donc, et ça fait 1 ou 2 fois que ça leur arrive, alors pas forcément 2 années d'affilée, mais je crois que Monaco, ça fait 2 fois qu'ils sont en 3e du championnat et qu'ils se qualifient pas. Donc compliqué maintenant les tours pour se qualifier, parce que il y a quand même du très lourd quand on arrive au 3e et au 4e tour de qualification pour la Ligue des Champions. Bref, voilà, en tous les cas, c'était mon avis sur l'OM ce soir. Merci d'avoir participé. La prochaine fois qu'on se voit, c'est jeudi à 20h30, jeudi soir, on remet ça. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, du sujet qu'on va aborder. N'hésitez surtout pas à revenir sur la chaîne de Buonasera Calcio pour revoir ce stream, que vous pouvez voir bien sûr n'importe quand. Et puis aussi sur toutes les plateformes de streaming, n'hésitez pas à vous abonner aussi à Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Ocha, etc., etc. N'hésitez pas à noter aussi le podcast, c'est avec grand plaisir que je verrai vos commentaires. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao ragazzi, ciao.